On ne sait pas si nous sommes dans un État centralisé ou dans un État décentralisé. La France a hérité de son histoire une tradition centralisatrice jusqu'à l'arrivée au pouvoir de la gauche et la politique de décentralisation menée notamment par Gaston Defferre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le citoyen ordinaire a du mal à distinguer ce qui relève de l'État central de ce qui relève de la territorialité. D'autre part, la France n'est pas une fédération non plus, c'est-à-dire une nation où les régions auraient une réelle autonomie, par exemple sur le plan législatif, mais c'est plutôt un millefeuille territorial dont les méandres sont quasiment incompréhensibles pour les citoyens ordinaires. Entre la commune, la communauté de communes, la métropole, le département, le pays, la région, on ne s'y retrouve plus, sans parler de l'Europe, qui empiète de plus en plus sur notre législation. Résultat, on ne sait plus qui commande, ni où il faut s'adresser, et lorsqu'on fait une demande, très souvent, on reçoit 2 ou 3 ou 4 réponses de décideurs différents. Quand on sait que le budget des collectivités locales est de 230 milliards d'euros, soit presque autant que celui du budget de l'État central, on imagine aisément le gaspillage financier qui peut exister entre toutes ces couches, ce millefeuille, avec la prolifération d'emplois en double et de fonctions redondantes. Or, la collectivité locale, si l'on en croit le discours officiel, représenterait le summum de la démocratie en vertu du principe vertueux et incontestable de la décentralisation, ce même principe étant supposé combattre et mettre à terre le pernicieux tropisme jacobin du centralisme despotique. C'est ainsi qu'en lieu et place d'un État tout-puissant, déléguant ses commissaires politiques jusque dans les villages les plus retirés pour y faire appliquer une loi centrale, nous avons le grand bonheur de bénéficier aujourd'hui d'un néo-féodalisme beaucoup plus convivial, réparti entre des communes, des groupements de communes, des départements, des régions, etc. etc. Mais l'affaire est sérieuse, puisque depuis 1982, le budget des collectivités territoriales est en augmentation vertigineuse, au point d'atteindre, nous l'avons déjà dit, 230 milliards en 2018, soit presque autant que le budget de l'État proprement dit, qui s'élève à 243 milliards. D'un point de vue politique, ces petits 230 milliards présentent l'immense avantage d'être totalement ignorés du grand public et passablement dénués d'intérêt pour les médias qui n'ont d'yeux et d'oreilles que pour la formidable et passionnante série télévision du budget de l'État intitulée « À la recherche de l'équilibre perdu », saison 1, saison 2, saison 3, et ainsi de suite chaque année. Le budget des collectivités locales fait partie des grandes omertas médiatiques dont personne ne parle jamais, tels le pic pétrolier, la monnaie ou la natalité. Avec ses 2 millions de salariés en 2018, chiffre INSEE, contre 1 930 000 salariés seulement pour l'État central, l'hydre territorial fait figure de véritable État bis, ou plus exactement d'excroissance étatique, puisque ce dernier n'est rien sans le premier, qui détient le pouvoir législatif suprême, c'est-à-dire celui de faire ou de défaire cette constellation de mini-planètes au gré des variations de ses majorités politiciennes. Du côté des recettes, pas de problème. Nous comprenons bien que l'essentiel de la manne locale, c'est la trilogie des taxes foncières, taxes d'habitation et taxes professionnelles. Sous sa nouvelle forme éclatée, la taxe professionnelle, additionnée de la contribution de l'État central, 60 milliards environ, le reste étant constitué par divers montages internes tels dégrèvement d'impôts, fiscalité transférée, le tout aboutissant aux 230 milliards déjà cités. Mais la connaissance approfondie des recettes de cette cuisine fiscale nous importe finalement bien moins que de savoir précisément à quoi est destiné tout cet argent. C'est-à-dire, quel est le service rendu en contrepartie de ces fameux impôts locaux, auxquels personne n'échappe, et qui, à l'opposé des impôts directs de l'État central, ne sont même pas indexés sur leurs revenus. Cette composante antidémocratique des impôts locaux, que nous avons déjà dénoncée lors du débat sur le thème de la fiscalité, ne semble d'ailleurs pas beaucoup chagriner les habituels zélateurs de la
justice fiscale et peu de commentateurs patentés trouvent à redire sur le fait que, par exemple, un propriétaire occupant d'un logement paye 2 fois pour son maigre bien, taxe foncière, taxe d'habitation, ni sur le fait que le propriétaire fortuné ne paye pas plus cher que le propriétaire non fortuné à surface égale. Cette situation peu critiquée aboutit toutefois couramment à ce qu'un individu à faible revenu paye 10 fois plus d'impôts locaux que d'impôts centraux. Cette injustice est à rajouter à la longue liste de celles qui, pour des raisons inexpliquées, ne choquent personne et échappent à la stigmatisation générale. Quant à la question de savoir à quoi est consacré exactement ce colossal budget, le contribuable doit se lever matin pour obtenir une explication analytique claire poste par poste, service par service des sommes affectées. Car contrairement au budget général de l'État, qui est facilement consultable sur le site du ministère de l'économie et des finances, le maquis savamment entortillé des collectivités locales ne se défriche pas aisément. Le volumineux rapport annuel, 210 pages, de l'Observatoire des finances locales, en renvoie une image équivoque, bien qu'annoncée fidèle, en noyant le lecteur téméraire sous une multitude de données globalisantes qui, à l'inverse de l'arbre qui cache la forêt, masque soigneusement ces données, les quelques chiffres spécifiques qui seraient susceptibles de l'intéresser. Car les dépenses sont invariablement présentées et chiffrées avec le seul clivage dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement, ce qui est loin d'éclairer la lanterne du contribuable captif. Car nous aimerions bien savoir, par exemple, combien d'euros sont affectés à la construction de ronds-points épidémiques, à l'érection décorative de blocs de ferraille tordus, au coulage bétonique d'îlots directionnels piégeux, aux merveilleux petits berceaux en pierre pour automobiles en stationnement, aux médiathèques somptueuses et quartiers déserts, aux hôtels de région pharaoniques, aux conseils généraux Le Corbusien, etc., etc., etc. Les dépenses bien cachées, au cœur de millefeuilles français, donnent même le vertige au journal Le Point qui, dans un article explosif datant de 2012, n'hésitait pas à titrer le scandale des collectivités locales, article d'ailleurs très peu démenti, et repris par d'autres commentateurs, aussi bien portés à droite qu'à gauche. Le député d'hiver gauche de l'Aisne, René Dosière, trempe même allègrement ses pieds dans le plat de la soupe publique avec son livre qui s'appelle « L'État au régime ». Il estime que si le bloc communal surveillait ses finances, on pourrait économiser 15 milliards d'euros dans ses livres. Le bloc communal, c'est l'ensemble constitué par les communes, les communautés de communes, les métropoles, qui représentent le gros des dépenses des collectivités, 56% en 2018. Ces 15 milliards d'euros, identifiés pourtant par un fidèle serviteur de l'État, ne sont naturellement rien en comparaison de ce que pourrait évaluer un observateur impartial et uniquement soucieux de diagnostiquer l'efficacité de l'action étatique. De même que pour la protection sociale, sous-traitée à des entités faussement autonomes, la gestion de la cité ne peut en effet s'apprécier sans faire porter l'entière responsabilité à l'État central. Le grossier double stratagème du camouflage budgétaire et de la dilution des responsabilités dans les transferts récurrents n'abuse que ceux qui vouent à l'État un culte indiscutable ou acceptent de subir la fatalité définitive de sa cuisine technocratique. Sans oublier que cette décentralisation dispendieuse génère l'effet pernicieux de créer des potentats qui n'existaient pas auparavant, ce qui fait que les dirigeants locaux ont maintenant l'impression d'être au centre du monde. Et alors ils insistent tous sur le rôle des collectivités dans l'investissement public, routes, lycées, collèges, musées, canaux, immeubles, etc., à telle enseigne qu'ils l'ont fait grimper cette dépense à 75% de l'investissement global, utilisant ainsi sans compter le pactole fiscal généreusement mis à leur disposition. Ces collectivités urbaines, en fait, croulent sous l'argent public et ne savent plus comment le dépenser en travaux plus ou moins utiles ou en embellissant. Elles
manie, d'autre part, le népotisme et le copinage avec certaines entreprises locales dans le cadre d'une démarche à la limite souvent de la collusion mafieuse. Car la rentabilité n'est pas le principal souci de l'élu local, qui va décider sans état d'âme de travaux pas forcément justifiés ou jouera imperturbablement des pieds et des mains pour obtenir une ligne de TGV même si le trafic ne le justifie pas. Chaque édile veut ainsi laisser une trace dans l'histoire de son terroir à tout crin, et quel qu'en soit le prix, mais bien sûr, et comme toujours, aux frais de la collectivité locale. Eh bien non, le citoyen n'en a aucune idée, pour la bonne et simple raison que cette information n'existe pas. Voir la question précédente. Trop d'échelons administratifs, oui, sans hésitation. Une cure d'amaigrissement s'impose afin de consacrer ces économies à l'amélioration du pouvoir d'achat des moins riches. Voir le mouvement des Gilets jaunes. Le problème, c'est pas de confier plus ou moins de missions aux collectivités territoriales, mais de répartir clairement et de façon logique ce qui relève de l'État central et ce qui relève du territoire local. Alors, on ne peut répondre à cette question sans avoir auparavant répondu à une question préliminaire: qu'est-ce qu'un service public? Or, la réponse claire à cette question fondamentale, qu'est-ce qu'un service public, de laquelle découle rien moins que la pertinence ou la possibilité même de ce débat, est impossible, pour la bonne et simple raison qu'il n'existe aucun texte de notre corpus législatif qui en détermine les règles. En effet, la notion de service public n'est pas définie dans la Constitution, ni dans aucun des 74 codes juridiques qui en découlent. Il existe seulement de façon informelle des énoncés fallacieusement dénommés lois des services publics, les fameuses lois de Roland, du nom d'un juriste français, professeur de droit et décédé en 1956, qui avait planché bénévolement sur le sujet. Ces dissertations de M. Roland ne sont d'ailleurs pas conçues comme des textes de droit positif, ni même des énoncés normatifs, mais comme, ainsi qu'il l'est annoncé dans les textes plus ou moins officiels, des règles de juste conduite qui découleraient de la nature même du service public et qui en détermineraient l'essence. Cette phrase signifie, en termes clairs, que ces principes se déterminent par rapport à eux-mêmes, ce qui constitue une bizarrerie exorbitante du droit. Alors, ces principes officieux sont les suivants. 1. La continuité, qui implique que le service doit être assuré régulièrement. 2. La mutabilité, qui implique que le service public doit s'adapter à l'évolution des besoins collectifs et aux exigences de l'intérêt général. 3. L'égalité, qui interdit la discrimination entre les usagers du service. On remarquera que le critère de gratuité n'est pas retenu comme critère obligatoire, mais qu'il a simplement été évoqué par Roland comme étant facultatif. Les services publics peuvent donc, selon ces simili-lois, être soit gratuits, soit payants. Dans le cas payant, il se nomme SPIC, Service public industriel et commercial, sans qu'on nous explique le principe qui va déterminer dans quel cas le service public doit être gratuit et dans quel cas le service public doit être payant. Si nous examinons attentivement ces trois principes, dont le caractère de droit coutumier est, soit dit en passant, incompatible avec la nature obligatoirement écrite du droit français, nous constatons qu'aucun des trois n'est respecté par les services dits publics actuels. Premièrement, le critère de continuité n'est pas respecté pendant les grèves. Deuxièmement,
Le critère de mutabilité ne peut pas être respecté dans la mesure où l'intérêt, la notion d'intérêt général n'est pas juridiquement définie. Et troisièmement, le critère d'égalité n'est pas respecté non plus, puisque les citoyens qui ont de faibles revenus ne peuvent pas utiliser les services publics payants. Ces simili-lois dites du service public ne nous sont donc d'aucune utilité pour nous aider dans la difficile tâche de définir ce qu'est un service public. Nous voici donc revenus à notre point de départ et nous ne saurions trop conseiller aux législateurs de doter notre Constitution d'un ou plusieurs articles supplémentaires définissant clairement la nature, la mission et les caractéristiques précises d'un service public. Sans ce fondement institutionnel, ce domaine extrêmement important pour le citoyen restera ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire livré à l'arbitraire d'un pouvoir évoluant librement dans une zone de non-droit. Il est d'ailleurs paradoxal, mais tout autant symptomatique par rapport à nos conclusions que ce thème des pouvoirs publics soit le seul des trois thèmes du grand débat à ne pas être fondé sur un corpus législatif sérieux, à l'inverse de celui sur la citoyenneté, de l'écologie et de la fiscalité qui font l'objet à eux seuls de plusieurs milliers de lois. Compte tenu de ces observations, nous avons pensé qu'il serait alors intéressant de faire une proposition de modification constitutionnelle institutionnalisant la notion de service public. Et cette proposition consisterait en la création d'un titre 5 bis des services publics à ajouter entre le titre 5 des rapports entre le Parlement et le gouvernement et le titre 6 des traités et accords internationaux et déclinerait l'article 51 en 6 sous-articles supplémentaires ainsi. Par exemple, article 51.3. Un service public est une activité gérée exclusivement par l'État et devant répondre aux critères de continuité impliquant que le service doit être assuré régulièrement et aux critères d'intérêt général impliquant que le service doit répondre à l'évolution des exigences du peuple pour les besoins collectifs. Deuxième article, 51.4. Il appartient au président de la République de déterminer pour un service public donné dans quelles conditions le critère de continuité peut être compatible avec le droit de grève, en tout état de cause, et quel que soit le statut alloué aux agents d'un service public donné. Le président de la République assume la responsabilité du respect du critère de continuité vis-à-vis de l'usager citoyen. Troisième article. Un service public peut être gratuit ou payant. Si le service est payant, les bénéfices réalisés lors de la vente des biens ou services sont affectés en tant que recettes au budget général de l'État, ce qui constituerait une source d'autofinancement des pouvoirs publics. Article suivant. Sont déclarés services publics gratuits, dont la gestion relève du pouvoir exécutif et, en tant que monopole, les fonctions suivantes. Sécurité intérieure, sécurité extérieure, diplomatie, justice, perception fiscale. Aucune contribution financière ne pouvant être demandée aux citoyens pour pouvoir bénéficier de ces services publics. Article suivant. Sont déclarés services publics gratuits dont la gestion relève du pouvoir exécutif, mais sans monopole, les fonctions suivantes. L'enseignement, la santé. Aucune contribution financière ne pouvant être demandée aux citoyens pour pouvoir bénéficier de ces services publics. Article suivant. Toute activité sociale, industrielle ou commerciale peut être déclarée service public gratuit, payant, monopolistique ou non, à la suite d'un référendum d'initiative exclusivement citoyenne, ayant reçu les signatures demandeuses de 2% des électeurs inscrits et ayant obtenu un vote positif de plus de la moitié des électeurs inscrits. Le critère d'intérêt général est alors réputé avoir été déterminé par le vote positif des citoyens électeurs. Article suivant. La création d'un nouveau service public par voie de référendum est inscrite en tant que loi dans le Code des relations entre le public et l'administration et ne peut être modifiée que par un référendum d'initiative citoyenne tel que décrit dans l'article précédent.
Les réponses à cette série de questions qui ont été données dans le cadre de nos réunions ont toutes témoigné d'une relative satisfaction du citoyen par rapport à l'efficacité de l'administration. L'amélioration constante des procédures et des démarches administratives, notamment grâce à la généralisation de l'utilisation d'Internet, a été significativement validée. Plus précisément, il apparaît que les institutions, maisons de services publics itinérants, services surprises de rendez-vous et agents publics polyvalents, par exemple, sont appréciés, notamment pour les citoyens qui rencontrent des difficultés avec l'utilisation de l'informatique. Alors, la réponse plutôt favorable qui a été faite à la question précédente, c'est-à-dire le constat que l'aspect technique des formalités a été allégé ces derniers temps, n'implique pas automatiquement que la légitimité de ces procédures soit approuvée. Et elle a une grande différence. En effet, ce n'est pas parce que les obligations liées aux formalités administratives et aux contraintes réglementaires sont rendues plus commodes par l'outil informatique que ces mêmes obligations ou réglementations sont pour autant approuvées par le citoyen en tant que mesure coercitive, utile et simple. En d'autres termes, ce n'est pas parce que on simplifie une formalité qu'elle acquiert miraculeusement une vertu incontestable. Et de ce point de vue, les cas sont nombreux de règles administratives inutiles ou complexes, pourtant faciles à opérer, mais qui entravent sérieusement l'initiative économique, d'une part, et dangereusement la liberté individuelle, d'autre part. Sur le plan économique plus particulièrement. Et malgré les allègements, il y a des promesses d'allègement faites par les gouvernements successifs, les contraintes diverses et variées qui pèsent sur l'entrepreneur individuel confinent au caractère dissuasif et nous pouvons constater tous les jours les résultats de ce déficit entrepreneurial par la fuite des cerveaux vers des pays, de nos cerveaux, vers des pays étrangers où les normes ne sont pas aussi inutiles ou complexes, mis à part l'aspect fiscal qui n'entre pas dans le cadre de ce débat. Sur le plan individuel, les innombrables réglementations de l'espace privé, clôture des piscines, hauteur des rambardes de balcons, forme des fenêtres, etc., qui procèdent d'une infantilisation et d'une déresponsabilisation du citoyen ordinaire, sont plus qu'inutiles et complexes, elles sont l'expression même de l'arbitraire expertocratique. Cette question n'a aucun sens, car il conviendrait d'abord et en premier lieu de définir le terme fonctionnaire de terrain. De quoi s'agit-il? Par exemple, du secrétaire de mairie ou du directeur départemental de l'équipement? Le citoyen ne dispose d'aucune information sur le domaine d'autonomie d'un fonctionnaire de terrain. Et au contraire, nous constatons que les pouvoirs publics cachent délibérément leur cuisine interne de terrain aux yeux du grand public. Cette question est donc le type de la question piège, à laquelle bien sûr nous nous abstiendrons de répondre. Depuis plusieurs décennies maintenant, la quasi-totalité des grands postes de l'administration publique, dont les fonctions de gouvernement, sont réservés aux diplômés de l'ENA, École nationale d'administration. Cette institution, c'est une usine à fabriquer les maîtres du pouvoir à partir d'un moule unique, construit sur un ensemble de doxa dans les domaines économiques, sociaux et financiers. Par exemple, le dogme de la croissance économique durable, la croissance économique durable, le mode de gestion des entreprises par le système capitaliste et le principe de l'exercice du pouvoir par un groupe restreint, ça s'appelle l'oligocratie, constituent ces trois principes les bases de cette pensée unique qui nous gouverne. En attendant d'instituer une véritable démocratie, par laquelle le pouvoir sera exercé par le peuple, ainsi que préconisé dans l'article 1 de la Constitution, nous pourrions déjà commencer d'amorcer un tout petit pas en supprimant l'ENA.
Cette question est tellement générale que nous serions tentés d'y répondre également d'une façon très globale, et tout simplement par ceci. Remplaçons l'oligocratie par la démocratie.